Salam alaikum, Mazoul. Bonsoir. Certaines déclarations de certains pontes du régime doivent être minutieusement examinées pour pouvoir être décryptées comme il se doit. C'est le cas de l'une d'elles dont nous allons parler aujourd'hui. Lors de la cérémonie officielle de la commémoration du 1er novembre par les barons du régime, entre eux, loin du peuple, au milieu de leurs remparts et au cœur de leurs donjons, une scène très particulière a été diffusée. Nous allons vous la montrer. Mais retenir, d'abord, qu'elle a été diffusée par la télévision publique, le NTV. Et c'est très important de le savoir et de le signaler, puisque le NTV ne diffuse jamais ce genre de ce qui semble être une indiscrétion, sans que le régime en ait fait expressément la demande. Voire, je dirais même plus, le NTV a reçu l'ordre de diffuser cet entretien par Ahmed Gaïd Saleh lui-même. Il n'y a aucun doute sur cela. La question est pourquoi? Mais regardons d'abord. Écoutez bien, Ahmed Gaïd Saleh, un vice-ministre mais chef des chefs de l'armée, qui enjoint au ministre de la Justice, en langue française, s'il vous plaît, d'aller jusqu'au bout. Et quand le dit ministre lui dit en langue française aussi, merci 1000 fois. Ahmed Gaïd Saleh lui répète encore une fois, vraisemblablement pour qu'il n'y ait aucun quiproquo, d'aller jusqu'au bout. Au bout de quoi? Ne pas céder à la grève et la pression des magistrats qui appellent, entre autres revendications, à aller vers l'indépendance de la justice, qui aspirent à ne plus rendre la justice sur injonction téléphonique. Nous allons la réécouter. D'abord, quelques remarques. Encore une fois, et malgré ses nombreuses dénégations, sur le rôle central de l'armée dans la décision politique, Ahmed Gaïd Saleh, le chef des chefs de l'armée, vient de confirmer que c'est lui et les autres généraux de l'état-major qui ont la réalité du pouvoir. Rappelons que pour ce qui est de ses fonctions gouvernementales, Ahmed Gaïd Saleh cumule les charges de vice-ministre de la Défense avec celles du chef d'état-major. Et donc, en l'occurrence, et pour faire une remarque quelque peu triviale, nous voyons un vice-ministre donner un ordre à un ministre, qui se fait d'ailleurs tout petit devant lui, et très, comment dirais-je, reconnaissant. Merci 1000 fois. Merci de m'avoir soutenu face à tous ces magistrats. L'autre remarque qui vient à l'esprit est que Ahmed Gaïd Saleh semble avoir trouvé enfin le jouet dont il a longtemps rêvé, ce pouvoir illimité, qu'il n'a exercé jusque-là que derrière la façade bouteflikienne. L'exercice du pouvoir direct et brutal et qui ne se cache plus derrière de bien commodes façades institutionnelles semble être pour lui une exaltation immense, une jubilation sans borne, une jouissance qu'il ne sait même plus cacher et qu'il ne veut surtout pas cacher par ailleurs. Il veut que tout le monde sache qu'il est le seul et tout puissant maître. Il ne veut plus laisser la tête d'affiche à un quelconque impotent ou un quelconque fantoche. C'est lui et lui seul qui est au gouvernail. Et il veut que ça se sache. Fini le temps où il louvoyait, où il n'avait que le rôle de protéger la fratrie Bouteflika. Fini le temps où il répétait à l'envi que l'armée était une institution qui se confine à ses seules missions constitutionnelles et qu'elle s'interdit de s'immiscer dans la décision politique. Fini les temps de la vassalité affirmée, quand ces discours n'en finissaient plus d'encenser le Fakhamatuhu, El-Moujahid Bouteflika, le chef des forces armées, ministre de la Défense, etc., etc. Fini tout ça. Le roi a jeté tous ses oripeaux et il veut que ça se sache, que ça se voit,
qu'il est nu, qu'il est là de toute son envergure, qui ne se cache plus derrière, derrière quelques feuilles de vigne qui soient. Il est le potentat absolu. Il est celui qui ne tient aucun compte des aspirations de tout un peuple qui est pourtant par millions dans la rue pour exiger son départ. Il est l'alpha et l'oméga de tout le système. Il est César réincarné. Regardez cette scène du monarque absolu entouré de sa cour. Pour la plupart des généraux qui sont mis sur leur 31 civil d'ailleurs. Mais observez bien les mines gênées, déconfites des présents qui semblent être pris en otage, au piège, qui savent que ces images resteront pour la postérité, qui les condamneront, qui les montreront dans leur mauvais côté de l'histoire. Regardez. Du 65e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération nationale le 1er novembre 1954. Une cérémonie hier soir à Alger en l'honneur de hauts cadres de l'État et de l'armée nationale populaire en activité et à la retraite. La cérémonie organisée au Cercle national de l'armée à Bnimsous et qui s'inscrit dans le cadre des grandes traditions de l'armée nationale populaire, visant à valoriser les dates et les événements phares de notre glorieuse histoire et à rendre hommage à nos vaillants martyrs, a vu la présence du président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Boudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chemine, le Premier ministre, Nordin Bedoui, le président du Conseil constitutionnel, Kamel Finish, des membres du gouvernement, des officiers généraux, des cadres supérieurs de l'État, des personnalités nationales et des moudjahidines. À cette occasion, l'assistance a marqué une halte solennelle devant l'hymne national interprété par la troupe musicale de la garde républicaine, suivi par la projection du film documentaire L'armée nationale populaire, le bras de loyauté et de développement qui relate les réalisations de l'armée nationale populaire dans divers domaines et la visite d'une exposition de photographies retraçant les différentes étapes de la glorieuse révolution de novembre depuis son déclenchement jusqu'à l'indépendance. أهداف توليها القيادات العليا للجيش الوطني الشعبي بهدف تعزيز الآلية الكتابية. La cérémonie a été clôturée par des feux d'artifice et la projection de photos et vidéos sur grand écran. Ils avaient tous des têtes d'enterrement, vous ne trouvez pas? Et le plus drôle, c'est qu'ils ont regardé le feu d'artifice. Non, ils ne sont pas sortis dehors. Ils l'ont regardé depuis leur salon sur un grand écran. C'est incroyable. Une chose, cependant, que le NTV ne relaiera jamais et qui est pourtant clamée par des millions de voix, chaque vendredi, chaque mardi. Le peuple ne reculera pas et l'histoire ira jusqu'au bout. حالتهم راها ما تعجبش الغيطه مغيطه الكليكه عندنا ما تحشمش شبيبه نايضه راهو داير روحو ما يسمعش المزبله واجده والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسه ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها
خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في قلب سكتنا باش تبقى هي ثمان طال الحال شاب زوالي من التخمام غرقتو في الزطلة راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال موحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماشي خسارة وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلالين مازال شافيتي قنتورين باسي كريمينال تروحو فيها كاع يا السراقين حرية لا بديل طولنا ومبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وليل Le jusqu'au boutisme des généraux, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et nous allons essayer de parler de plusieurs thèmes. Cette histoire de jusqu'au bout, cette histoire de manif du 1er novembre qui a époustouflé le monde entier. Et les manifs de Paris aussi, la plus grande manifestation jamais vue en France, manifestation d'Algériens jamais vue en France depuis 1961. La liste des candidats qui est donc finalement tombée et les perspectives, comment nous voyons les choses, comment ça pourrait se passer éventuellement. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Karim Naït Ousliman, militant politique. Merci Naït Ousliman, Karim, d'être avec nous. Merci Jamaldine, bonsoir. Bonsoir monsieur et bonsoir à tous les invités qui vont nous voir. Merci. Houssine Jidel qui est avec nous, anthropologue, activiste politique. Merci Houssine d'être avec nous. Merci de votre indication. En Skype, nous aurons Mourad Salhi, militant politique depuis Genève, et Hassan Mouali, journaliste, qui nous rejoindra vers 19h, dans une demi-heure à peu près. Alors, mes chers amis, d'abord, cette histoire de jusqu'au bout. Vous imaginez bien que Gaïd Salah, qui dit quelque chose comme ça, qui semble de l'ordre de la confession intime, ça ne peut pas être relayé par le NTV s'ils n'ont pas reçu l'ordre de Gaïd Salah lui-même. Absolument. Et donc pourquoi? Qu'est-ce que cela cache? Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je pense, à mon avis, il a toujours besoin de dire que je maîtrise la situation, je suis le seul détenteur de la solution, du pouvoir, donc de la solution. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de possibilité de revoir la copie et la stratégie menée jusqu'à aujourd'hui. Il faut y aller jusqu'au présidentiel. Il veut parce que mais il parle au ministre de la Justice, ça veut dire qu'il doit parler de l'affaire de la grève des magistrats. Oui, mais ministre de la Justice, je pense que c'est juste saisir l'occasion. Il veut envoyer un message général. Un message à tout le monde. Ne pensez pas que les millions d'Algériens dans la rue peuvent nous changer ce que nous avons entrepris, ce que nous avons décidé. Et donc, c'est moi qui détiens le pouvoir, je vous le dis et je le confirme. Et je le dis et je le confirme. Et je demande à l'ONTV de passer à la télé. Oui, et aucun changement. Et d'ailleurs, en s'adressant à Zarmati, ne changez pas le cap. Ne soyez pas, ne donnez aucun signe d'ouverture parce qu'il y a des magistrats en grève, parce qu'il y a ceci, cela. Non, nous devons continuer la répression et la politique de répression et la politique de suicide dans laquelle le commandement militaire se retrouve aujourd'hui. Moi, je pense qu'ils sont dans une logique suicidaire et c'est pour cela qu'ils vont y aller jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas de solution. Ils sont acculés. Ils sont acculés. Ils savent bien que la solution, n'importe quelle solution, même négociée soit-elle, va les mener directement en prison. Ça, ils le savent. Parce que la solution qui donnera une certaine impunité, etc., ils l'ont raté en mois de juin, en mois de juillet, quand le peuple disait ils l'ont raté, le peuple ne veut plus leur pardonner, et le peuple, il est là, il leur a dit, je suis là, ou vous, ou nous. Quand vous êtes devant le monde entier, d'ailleurs, quand vous prenez la presse étrangère, notamment française, ils disent des millions d'Algériens demandent l'indépendance. Oui, l'istiqlal. Donc, quand vous êtes assimilé... La presse a repris de façon massive. Exactement. Mais seulement en Algérie. On n'a pas parlé de la manifestation de Paris. De Paris, mais ils ont parlé de la manifestation d'Algérie. Hier, j'étais sur la chaîne Al-Arabi et
les autres pays arabes ne comprennent pas pourquoi le peuple algérien demande l'indépendance. C'est le seul pays qui demande l'indépendance. Et je leur dis, parce que l'indépendance a été confisquée en 1962 par les militaires, et jusqu'à aujourd'hui, le peuple algérien n'a jamais rédigé une constitution, n'a jamais choisi librement un président, n'a jamais choisi un parlement. La seule tentative, c'était en 1991, a été avortée. Et donc, les pratiques de ce régime, les pratiques répressives et les pratiques de ce commandement militaire, il est assimilé à ce que la France faisait. La répression et la répression. Le peuple algérien est privé de sa liberté, ce que les Français ont fait pendant 132 ans. Ils ont privé les Algériens de toutes les libertés. Et le régime algérien est une prolongation, puisque jusqu'à aujourd'hui, le peuple algérien n'a pas pu rédiger une constitution, n'a pas pu choisir librement un président et n'a pas pu être citoyen chez soi. Et c'est pour cela le régime actuel était un prolongement au colonialisme algérien. Et c'est des millions d'Algériens qui le disent. Ce n'est pas une frange d'Algériens, c'est des millions d'Algériens. Et c'est une réalité. Ils sont le prolongement du coup d'État de 62 qui a été manigancé par la France et à travers les anciens officiers de l'armée française, les dafistes. Karim Naïtou Slimane, pourtant Zermati, sa façon de répondre à Gaïd Salah, merci mille fois. C'est comme s'il l'avait pris pour une faveur personnelle. Ah, merci de me soutenir face à ces magistrats qui d'abord me demandent ma tête et qui ensuite demandent l'indépendance de la justice. Et ça veut dire qu'ils ne me laissent plus la possibilité de leur commander des verdicts. Et d'ailleurs, je crois que le sens de ce mot ou de cette phrase « il faut aller jusqu'au bout » se trouve plutôt non pas dans les paroles et les propos de Gaïd Salah, mais dans la réponse de Zermati. Pourquoi? Parce que le premier sens de « il faut aller jusqu'au bout », c'est que c'est des jusqu'au-boutistes, ils sont forts, ils veulent aller jusqu'au bout. Mais pour comprendre son véritable sens, il faut le mettre dans son contexte, parce qu'il faut le lire entre les lignes. Oui. Ce discours est produit dans un contexte où des millions d'Algériens forcent les accès vers Alger pacifiquement. Donc il y a une vague d'Algériens qui arrivent sur Alger. Le pouvoir est en panique. Nous avons des contacts à Alger, par exemple, qui nous ont montré des scènes filmées discrètement de la présidence et de tous les lieux de pouvoir où on voit des voitures entrer et sortir sans arrêt toute la journée. C'est un pouvoir qui est en panique. Et la réponse on a vu les têtes d'enterrement tout à l'heure, des gens qui fêtaient le Absolument. Président novembre. Et donc la réponse de Zermati, un peu ça l'a rassuré, parce que lui n'est pas rassuré, tout l'entourage n'est pas rassuré, donc ils essayent un peu d'envoyer un message de force, mais qui en réalité dévoile leur faiblesse actuelle, parce qu'ils sont finissants, il ne leur reste pas beaucoup. Hein. Donc peut-être c'est inquiétant ça, il faut aller jusqu'au bout. Ça veut dire ne pas reculer, ne pas céder à des aspirations, à des revendications populaires qui ne demandent rien d'autre que l'avènement d'une république, que des élections qui ne soient pas truquées. Mais c'est un pouvoir d'occupation et ce n'est pas anodin que les Algériens demandent l'indépendance. L'indépendance et l'esterlel, ce n'est pas anodin. C'est une occupation institutionnelle par des institutions imposées de force, des Algériens qui contrôlent les Algériens. Et donc les Algériens maintenant, quand ils demandent l'indépendance, c'est ça le message. Et Gaïd Salah l'a compris. Il sait très bien que cette indépendance, non seulement se fera sans lui, mais se fera peut-être contre lui. À ses dépens. Vous voulez dire quelque chose? Oui. Pourquoi Zermati? Parce qu'il faut bien savoir que le seul maintenant dans ce gouvernement qui bouge, c'est Zermati, qui essaye de donner un peu de crédit à ce pouvoir. On ne voit plus. Il n'y a pas Bedoui. De crédit en incarcérant les gens. Oui, mais c'est ça. Ça veut dire. C'est le bâton armé, quoi. Entre parenthèses, ce n'est pas Bedoui, ce n'est pas Ben Saleh. À part Gaïd Saleh, qui fait quelque chose pour le commandement militaire? Il n'y a que Zermati qui fait. Il fait rentrer. Il exécute à la lettre la politique menée par le commandement militaire, incarcérer les Algériens. Oui. Réprimer toutes les voix, museler la magistrature, instrumentaliser les... Mais cette magistrature qui se révolte, on connaît la magistrature en Algérie, c'est le corps le plus corrompu du pays. Et qui a bien fait de préciser qu'elle ne rejoint pas le Hirak, elle ne rejoint pas la révolution.
Ils ont bien dit que ce sont des revendications socio-professionnelles. Et le président du syndicat des magistrats a bien précisé, pour qu'il n'y ait pas de doute, il a demandé aux magistrats de couvrir les élections, qui sont unanimement rejetées. Et juste après, il est désavoué par une partie importante des magistrats qui disent qu'ils sont surtout intéressés par l'indépendance de leur institution. Exactement. Parce que la première décision ou le premier positionnement, ça ne reflète pas ce que tous les magistrats pensent. Les magistrats, maintenant qu'ils prennent conscience que le pouvoir les a utilisés contre le peuple, qui veulent un mea culpa, qui viennent vers le Hirak, il va les accueillir. Il va les accueillir. S'ils viennent de bonne foi. De bonne foi. Il va les accueillir à condition qu'ils restent fidèles et qu'ils ne retournent pas les vestes dans des circonstances particulières, parce que nous dirigeons vers les moments les plus difficiles, les plus sensibles, et là, le commandement militaire, il sera plus répressif, il sera fou de répression. Et c'est à ce moment-là qu'on demande aux magistrats de manifester leur adhésion à ce que le peuple veut, c'est-à-dire arrêter de cautionner des décisions dictées par le téléphone contre les fils du peuple et arrêter de soutenir ce régime. Mais si les magistrats lâchent le pouvoir militaire, ils tombent. C'est son bras armé. C'est un coup. C'est son bras armé. Il n'y a rien d'autre. Ils ne peuvent pas sortir la troupe contre le peuple, quand même. C'est un coup très important, parce que les magistrats, c'est le corps le plus discipliné, et qui se rebelle de cette façon-là, oui, c'est inattendu. Ça veut dire que c'est la fin des haricots, quoi. Exactement. Il y a à l'intérieur, le régime à l'intérieur, il est en train de se déchirer d'une façon très, très importante, et la magistrature a reflété ça. Nous accueillons les magistrats, on leur dit, vous êtes parmi le peuple, venez, mais avec votre tenue de magistrat, afin que vous soyez connus par le peuple, que le peuple algérien sache que les magistrats ont rejoint le peuple. Ne venez pas anonymement, non, avec votre leur tenue. robe de magistrat. Et là, le peuple, il va vous accueillir, il va même vous protéger, parce que vous faites partie de ce peuple, et arrêtez de soutenir ce régime. Karim, avant de donner la parole à Mourad Salhi. Non, je suis d'accord sur ça. Le régime est en train de se déchirer, et la révolte des avocats est un signe très grand. Nous attendons après les autres corps constitués, comme la police et la gendarmerie. J'espère que bientôt, il y aura des mouvements à l'intérieur qui vont se désolidariser de ce régime. C'est un régime finissant. Vous pensez que c'est faisable? C'est un peu ce que vous êtes en train de suggérer, c'est un peu une sorte de révolution des œillets déclinée sous une autre forme, quoi. Écoutez, le peuple maintenant est en train... C'est la désobéissance. Le peuple maintenant est en train de récupérer, la rue est en train de récupérer tout le monde. Parce que les gens sont en train de comprendre que le Hirak est terminé. Maintenant, nous sommes face à une révolution populaire pacifique. C'est une révolution, c'est-à-dire qu'on va remettre tout et on va rejouer la carte, on va redistribuer les papiers. Ça y est, il y aura une nouvelle Algérie qui sera constituée. Et les gens maintenant, à l'intérieur du régime, sont en train de comprendre que c'est le moment de quitter le bateau, parce que le bateau Gaïd Salah et compagnie... C'est le Titanic. C'est le Titanic. Il est en train de couler, et il va couler très vite, hein, parce que la rue, après le 1er novembre, ça a dépassé peut-être les 20-30 millions, et c'est que le début. Il faut voir ce que les jeunes disent sur les réseaux sociaux. Il faut voir. Hein, c'est incroyable cet enthousiasme. Il y a une vague. Nous allons en parler. Absolument, nous allons en parler. Mourad Salhi, merci d'être avec nous. Mourad Salhi. Ah, on ne vous entend pas. Il y a un petit souci, je crois. Donc on a est-ce que Hassan Mouali est avec nous? Mazel. Alors, nous allons passer, et je reviens pour mon invité du Skype, à cette histoire de jusqu'au bout, mais nous allons parler de ces manifestations, justement. Vous parliez de 20 à 30 millions? Absolument. Minimum, les gens parlent de 20 millions. Il y a même la presse qui a parlé de 20 millions. Mais quand on compte tout ce qui a été un peu partout en Algérie, on est entre 20 à 30 millions. C'est-à-dire que c'est la première fois que les gens maintenant ont un doute, parce que ça a été apparemment plus grand que les manifestations du mois de mars.
C'est-à-dire, Ça a été plus grand que les manifestations contre le 5e mandat. mais c'est énorme ce que vous dites. C'est énorme. 20 à C'est 30 énorme. millions, Et c'est c'est ça, quasiment absolument. plus que le corps électoral dans bah son oui. entier. Et Le c'est corps ça, électoral est de 23 ou 24 millions. Je vous donne un seul exemple. Oui. Une petite ville comme le Bouira. Oui. Ce n'est pas grand, Oui. le Bouira, je la connais. 200 000. 200 000. Ah, oui, là. City. Mais il y a des villes qui sortent plus que 200 d'autres. 000. Hein. Il y a des 200 000. villes qui sortent plus que d'autres. Il faut Oui. reconnaître. Oui, oui, mais c'est-à-dire, si on prend la proportion, si on prend Bouira, Bouira, elle est dans le Hirak, oui. Oui. Mais à 200 000, non. À 200 000, les gens de Bouira, ils ont dit que c'était la plus grande depuis le Hirak, depuis le 22 février. On prend le Borj, on a avoisiné les 500 000. Et les 500 À Alger, plus de 2 millions. À Alger, les 3 à 4 millions, c'est acquis, c'est 3 à clair. 4 millions. Oui, parce qu'on a empêché encore des centaines de milliers Oui. d'Algériens de rejoindre le On centre les a empêchés d'Alger. de rentrer à Alger. De rentrer. On nous a attendu depuis Chlef à l'ouest, depuis, je ne sais pas, à Constantine à l'est. Ils ont barricadé les routes, ils ont arrêté, ils ont empêché les gens. Depuis mercredi soir, les gens, à partir de l'Akhdaria, c'est très difficile de rejoindre Alger. À un moment, ils ont même fermé complètement l'autoroute et ils ont mené aussi une campagne de désinformation durant la journée de mercredi et la nuit de quoi il y a jeudi. eu des Comme quoi il y a eu des attentats, attentats, ouais. comme quoi il y a de la violence, Non, comme quoi les ouais, autoroutes pour sont décourager fermées, les gens. pour décourager les Ouais, gens d'y ouais. aller. Donc malgré toute cette pression, on se retrouve avec un nombre pareil. Ça veut dire que s'ils avaient ouvert l'espace et laissé les gens manifester, il y aurait eu tous les Algériens dans la rue. Nous revenons à ce point. Mourad Salhi, j'espère que le problème a été réglé. Oui, bonsoir Jamel, merci pour l'invitation. Bonsoir aux invités, téléspectateurs. Merci Mourad. Alors nous parlions de cette histoire de jusqu'au bout que M. Ahmed Gaïd Salah a répété à 2 reprises. Il a été très bien remercié par le ministre de la Justice qui lui a dit merci 1000 fois. Quelle lecture faites-vous de cette curieuse déclaration qui n'aurait pas pu être relayée par le NTV si le NTV n'en a pas reçu l'ordre express et au plus haut sommet de l'état-major? Absolument, absolument Jamel. Donc tout le monde sait que maintenant c'est l'état-major qui détient donc le pouvoir, malheureusement, illégitimement. Donc Gaïd Salah et ses, on va dire, son cercle le plus proche, ils sont en train de créer, en fait, ils sont en train de se fermer dans une carapace en espérant qu'on va tenir jusqu'au 12, il y aura des élections. Après, ils vont faire donc d'autres pas, dans leur logique, on va dire. Hein, dans leur logique, faire d'autres pas pour les élections ou bien pour interdire les manifestations ou quelque chose dans ce genre-là. Mais malheureusement, ils se trompent de peuple et ils se trompent de stratégie. Parce qu'aujourd'hui, le peuple, il a déterminé qu'il est impossible de reculer d'un pas, ou il est impossible de rentrer chez soi. Ça, c'est fini. Gaïd Salah, il est en train de se concentrer, il est en train de coordonner avec le corps de la justice, et je dis bien pourquoi le corps de la justice, Jamel Din, parce que dans la tyrannie, en général, habituellement, on fait recours au chef de la police, au chef de la sûreté, pour réprimer. Ils savent très bien que réprimer les 32 millions est quasi impossible. 32 millions, qu'est-ce que vous voulez dire 32 millions, pourquoi l'Algérie, il y a 40 à 45 millions d'habitants? Pourquoi 32 millions? D'après les chiffres, on a dit entre 28 et 32 millions ceux qui sont sortis hier. Mais c'est clair. Vous ne pensez pas que c'est un peu exagéré de dire 32 millions? C'est-à-dire qu'il n'y a plus que les bébés qui ne sont pas sortis. Même les bébés, certains sont sortis. Ils ont été emmenés sur les poussins. Voilà. Donc, il sait très bien que faire recours à la force de la police ou de la gendarmerie, c'est quasi impossible. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais qu'est-ce que ça veut dire aller jusqu'au bout? Est-ce que ce n'est pas inquiétant de demander au ministre de la Justice de façon quasiment publique, puisqu'il a demandé à l'ONTV de relayer cette déclaration à 2 reprises, il faut aller jusqu'au bout? Est-ce que cela n'augure pas d'un tournant gravissime qui pourrait, je ne sais pas, qui pourrait se révéler tragique, j'allais dire? Mais bien sûr, cher Jamel, parce qu'il faudrait revenir à la logique de la tyrannie ou bien le hukm al-askar. Voilà, donc le tyran, en général, il va dans une logique en ignorant toujours les capacités et puis la volonté populaire. Ils ont une logique malheureusement faussée. Elle date de vraiment, c'est archaïque.
Donc, on ignore ce peuple, on se ferme, on se referme, on crée une carapace et on fonce. Et ça c'est fini, ça ne fonctionne plus et ça ne va jamais fonctionner. Maintenant, aujourd'hui, Gaïd Salah, il a démontré qu'il veut absolument y aller vers un suicide involontaire en pensant arriver au 12 décembre, donc il y aura le jour du trafic, avec la justice et tous les charlatans, toujours donc les mêmes acteurs. Et puis au lendemain, on va essayer donc annoncer qui c'est donc le président qui va représenter. On va arriver à ce point, Morad Saleh. Mais dites-moi, cette histoire de 22 à 32 millions, d'abord, au sujet de la manifestation de Paris, c'est la plus grande de l'avis de tout le monde, y compris de la police, des chiffres de la police française. Jamais il n'y a eu de manifestation aussi importante, de manifestation algérienne en France, depuis 1961, depuis octobre 61, la fameuse et tragique manifestation d'octobre à Paris. Alors, le gros problème, et qui montre un peu certaines connivences entre l'État français et le régime algérien, entre la presse française et le régime algérien, entre certains lobbies franco-algériens et le régime algérien, et que cette manifestation énormissime, qui s'est passée dans le pacifisme, dans le civisme, qui a été saluée par les Français qui étaient dans leurs balcons, les passants, elle n'a pas été relayée du tout. C'est un véritable blackout des médias français. Un blackout. Ça veut dire quoi, à votre avis ? Ça cyclique tout. Et puis là, je rejoins aussi à la manœuvre faite par les autorités, on va dire, directes ou indirectement françaises, concernant donc la fermeture de Qanat al-Magharibiya sur Eutelsat. Donc c'est tout à fait normal. C'est les amis, c'est les lobbying, c'est aujourd'hui ce qui compte aujourd'hui, ce qui est plus important aujourd'hui, qui sache très bien que le peuple algérien, tout le monde, y compris pas mal de pays, pas mal de presse, pas mal de satellites de presse, on essaye d'ignorer cette révolution historique du peuple algérien. Les Algériens qui sont sortis donc en nombre, et c'est la première fois, comme vous l'avez dit, donc depuis 1961, donc ça c'est représentatif à la foule, à la population algérienne, elle est, comme il l'a dit notre frère sur votre plateau, donc c'est la plus grande manifestation pacifique aujourd'hui en Algérie qui a eu lieu, c'était celle de hier, le 1er novembre 2019. C'était plus que le 8 mars, ou bien le début de la manifestation contre le 5e mandat. Ça, c'est quoi? C'est un avantage et c'est un bon signe, donc, pour les Algériens, c'est un signe de l'espérance que notre révolution, elle est intacte, voire plus que intacte. Maintenant, nous les Algériens, que ce soit donc de l'intérieur, de l'extérieur, on n'a que accompagné dans le pacifisme, pour déstabiliser le pouvoir en place. Parce qu'on voit que les manœuvres qui sont en train de se faire au sein de ce pouvoir, via le Parlement avec deux chambres, si je reviens bien, donc à vraiment l'ingérence et puis l'agression, donc encore de la loi des hydrocarbures. Donc on voit que le pouvoir, il se concentre sur les médias, c'est le Parlement avec ses deux chambres pour passer cette fameuse loi. Et puis aussi, l'organe de la justice, c'est l'organe le plus corrompu comme institution algérienne, malheureusement. Et restez avec nous, Morad Saleh, je reviens à vous dans un moment. Houssine Jidl, d'abord sur cette question de manifestation à Paris. Vous y étiez hier, on s'y est rencontrés. On s'y est rencontrés d'ailleurs tous les trois. Comment vous expliquez ce blackout incroyable? Ça veut dire on en arrive à ne plus douter qu'il y a des consignes quelque part dans un pays où la liberté de la presse est consacrée, où elle est éprouvée. Quand on voit, je ne veux pas citer la chaîne de télévision moi-même, vous savez très bien, vous y allez souvent, cette chaîne de télévision française qui est sous les ordres du Quai d'Orsay quasiment, qui parle des mouvements algériens. Quand il y a des millions de gens, elle parle de milliers de manifestants. Qu'est-ce qui se passe? Comment expliquez-vous ce blackout? La France a décidé de sauver le régime algérien.
Il y en a Ce même n'est qui pas à disent, soutenir. il y en a, je vous laisse pas finir. Il y en a même qui disent que sans la France, le régime serait déjà tombé. Oui, je ne partage pas totalement. Oui, c'est possible. Il sera considérablement affaibli. Mais la France officielle a décidé de soutenir le régime algérien coûte que coûte. Et d'ailleurs, au début de l'Harak, on a vu que les décisions et les déclarations de Jean-Yves Le Drian, c'était la reprise de ce que Gaïd Saleh disait et le commandement militaire décidait. Donc, pour les chaînes, pour la presse publique, elle est sous les ordres du gouvernement français. Oui. Mais la presse privée, Oui. elle appartient à des oligarques. Les oligarques français qui ont des intérêts en Algérie et que ce sont les mains du gouvernement français. Il y a des en Algérie. oligarques en France? Exactement. Ben Vous oui. voulez dire de grands hommes d'affaires qui brassent beaucoup Mais c'est d'argent? des oligarques. C'est des oligarques. Ils C'est des seraient oligarques partie unis. prenante du vrai pouvoir occulte. Exactement. C'est des oligarques. C'est des oligarques. C'est eux qui décident. C'est eux qui préparent la loi de finances et qui la donnent au... Ça, tout le monde le C'est sait eux en qui France. décident des élections aussi. C'est eux qui décident, c'est eux qui ont ramené Macron, une personne inconnue, au pouvoir. Ce n'était pas le peuple. Vous pensez que c'est ces gens-là qui réussissent à donner le là à la presse française pour ce qui est du traitement de l'information algérienne? Exactement, parce qu'un événement important tel qu'une manifestation de 40 000 à Paris n'ont aucun mot, c'est incroyable. 40 000, c'est le chiffre de la police. Hein. Oui. Hein. Quand on voit que les autres chaînes, on a parlé de soulèvement du peuple irakien, les Libanais, le soulèvement du peuple Catalogne, de Chili, etc. ouais. Aucun mot, absolument aucun mot Sur l'Algérie, sur l'Algérie. des Ce n'est manifestations pas- depuis ce 8 n'est- mois. Voilà. Ce n'est pas pas un un hasard. Ah oui. ce n'est pas de professionnalisme, c'est un soutien clair, net et précis au régime algérien. Mais à partir d'hier, je pense que les Français doivent faire du souci, parce que quand on voit 40 000 Algériens pour la première fois depuis 1961 sur le territoire français, il y a entre 4,5 millions et 6 millions d'Algériens, il faut poser la question. Il faut revoir. Je pense qu'ils Pourquoi sont... vous n'essayez pas, vous qui activez en France, pourquoi vous n'essayez pas de demander aux Algériens de s'organiser pour faire pression sur l'État français et lui demander de ne plus soutenir une mafiocratie? Ben, justement, on a pensé à ça fait à plusieurs reprises. Mais nous avons rejeté la proposition pour la simple et unique raison, c'est que le Hirak ne veut plus, n'a pas donné son aval pour qu'on aille dans cette démarche. Vous êtes qui pour contacter les États étrangers? Si le Hirak et tout le peuple algérien, il a dénoncé de ses leaders. Exactement, a dénoncé le comportement du gouvernement algérien. Et le dernier, c'était la visite de Ben Saleh à Moscou. Comment se fait-il que le Hirak, il va y aller protester devant les Français? On dénonce d'une autre manière la France, on le dit sur les médias, on prend, et d'ailleurs, vous savez bien, la manif devant le siège de Telsat n'a pas été autorisée. Mais malgré ça, nous sommes allés et on a fait une manif qui était aussi importante. Donc, on envoie les leçons, on envoie les messages au gouvernement français et il le sait, le gouvernement français, on l'a dit, ça fait des années. Avant le Hirak, moi, à chaque fois sur France 24, je disais, le peuple un jour aura sa souveraineté, il doit revoir totalement les relations franco-algériennes. Ce n'est plus des relations entre un État et une poignée de personnes qui ont la même mise sur l'Algérie. Ça sera les relations entre un État et un autre État. Et c'est uniquement les intérêts du peuple algérien qui vont définir ces relations. Karim? Ouais, je ne vais pas revenir sur cette idée, je suis tout à fait d'accord sur cette idée des intérêts qu'il y a, mais il faut aussi savoir qu'actuellement, les médias français sont en train d'embrouiller les Français avec la question du foulard. Hein. Donc tous les médias sont mobilisés pour parler du faux débat du foulard. Pour endormir un peu les Français, les embrouiller, les éloigner des véritables questions sociales très importantes qu'il y a en France et desquelles souffrent les Français. Et en même temps aussi, donc dans ce contexte aussi, les médias français ne vont pas
couvrir ces manifestations parce que c'est des manifestations magnifiques et grandioses, donc ils ne vont pas redorer, l'image des Maghrébins qui, d'un côté, sont en train de la ternir par l'histoire du foulard. Hein. Donc ils réduisent toute une communauté à un bout de tissu. Et de l'autre côté, donc, ils ne peuvent pas se contredire et en même temps montrer un peuple algérien qui manifeste et qui marche à Paris, plus de 50 000 personnes, des pères de famille, des enfants, des jeunes, des âgés, des personnes âgées, des moins âgées, et tout ça avec le sourire. Donc la révolution du sourire, le civisme, le pacifisme. Montrer, donner une image des Algériens et par là des Maghrébins et par là, par encore une extension, des musulmans, positif. Les médias français en ce moment sont en train de faire le contraire avec l'histoire du voile. C'est pas dans les tablettes. Donc c'est pas dans le projet, c'est pas dans la feuille de route, c'est pas dans la grande ligne éditoriale qu'on diffuse un peu partout dans les coulisses. Ils ont même un doute, les Français, sur la réussite de la révolution algérienne. Absolument. Parce que c'est un cas inédit. Ouais. Est-ce que 6 millions arriveront Et à battre et à faire chuter ce régime? Ils ne sont pas sûrs. Et c'est pour cela qu'ils se positionnent en faveur du régime, qui garantit pour le moment leur... Pourtant, les signes de panique au sein du régime sont évidents. Et d'ailleurs, juste un dernier point sur l'idée que j'ai développée, c'est que je me souviens au début du Hirak, lorsqu'il y a eu l'épisode de l'enfumage au niveau du tunnel de faculté, lorsque les tirs de lacrymogène à l'intérieur d'un tunnel. France 24 a relié ça très très vite. Il lui a même donné beaucoup d'ampleur. Et finalement, les choses se sont calmées. Donc la révolution est pacifique, civilisée. Et c'est pour ça que ces médias-là ne veulent pas donner la parole au peuple algérien pour montrer son vrai visage. Mais là, c'est trop flagrant. C'est trop flagrant. Quand une manif de 40 à 60 000 personnes, selon les uns et les autres, à Paris, qui est énorme, très civique, très bien organisé, où on a nettoyé les places après les manifestations, où les gens étaient souriants, enthousiastes. Vous savez on n'en parle pas. On dit plus c'est gros, plus ça passe. Oui. Il faut savoir que l'opinion publique française a été élevée dans une fausse croyance qui fait que la France et l'Europe sont le centre du monde. Ce sont les détenteurs des meilleures valeurs, c'est la nation des droits de l'homme et tout ça. Et nous, dans le meilleur des cas, on est de bons sauvages. Et voilà, on est des bons sauvages. Et lorsqu'on accède un peu à la civilisation, on doit passer en adoptant par les mœurs, c'est-à-dire en niant notre identité. Donc les médias français sont toujours dans cette ligne, ils sont en train de cultiver ça. Regardez, ils diabolisent la Russie, ils diabolisent la Chine, ils diabolisent tous ceux qui ne sont pas d'accord avec leur mode de pensée, avec cet eurocentrisme. Il faut passer sous les forces codines de la bien-pensance française. Et même quand on lit leur littérature, on voit que dans leur littérature, même les écrivains maghrébins qui sont diffusés en France, qui sont diffusés à grande échelle, et ça c'est d'autres débats qu'on aura plus tard, mais ce sont toujours des écrivains qui donnent une image un peu sauvage, exotique, pas trop civilisé de la société algérienne. Je ne vais pas citer les noms parce que... L'écrivain de service. C'est des écrivains de service qui vont dans le sens des médias. De la bien-pensance ambiante. La lutte contre le terrorisme. D'où vient le terrorisme? Vient du foulard, tout ça. Donc, et ces écrivains suivent. Alors que les grands écrivains, par exemple, je peux citer un grand nom, Mohamed Dib, par exemple, il n'est pas diffusé. Il n'y a pas d'émission. Il n'y a pas d'émission sur eux. Par contre, on voit des écrivains algériens passer dans toutes les chaînes, parler de leurs livres qui ne valent pas grand-chose sur le plan littéraire. Mais pour revenir au Hirak, c'est pour ça il y a ce motus, c'est-à-dire on se passe le mot, on ne couvre pas ce que font les Algériens de bien. Par contre, on attend le jour où il y aura un débordement ou un problème, ils vont faire des couvertures spéciales. C'est pour ça maintenant, pour moi, ce silence médiatique sur la question algérienne est très bien pour les Algériens. Pourquoi? Pour comprendre... Oui, poursuivez. Pour comprendre que la question algérienne, le peuple maintenant est porteur de son destin. Les Algériens maintenant sont en train d'écrire l'histoire et cette génération que personne n'a vu venir, on disait c'est la génération de la kératine et des jeans troués. Finalement, c'est une génération qui est en train d'écrire la nouvelle histoire de l'Algérie. Bientôt, les Algériens d'ici vont obliger par son pacifisme, par des actions pacifiques, les médias français de bouger et de parler d'eux.
Ça veut dire qu'il n'y a pas que le terrorisme qui fera bouger. Non, mais rappelez-vous de ce que je viens de vous le dire. Ouais. Ils seront obligés à parler de nous. Ils vont enfin nous accorder un peu d'importance. Ils seront obligés parce que l'événement qui va se produire va les obliger à le faire. Mais retenez ça bien et ils vont faire les Algériens bientôt. Et puis un dernier point diplomatique et géostratégique. La France a peur d'une Algérie forte. Imaginez qu'un gouvernement vraiment national va s'installer en Algérie. Imaginez la force, l'influence diplomatique qu'aura l'Algérie sur la France avec 5 millions d'Algériens en France. Vous voyez, c'est comme ce que fait la Turquie avec l'Allemagne. Vous savez, la Turquie, elle a beaucoup d'émigrés en Allemagne et donc elle exerce par son immigration une influence, une pression sur l'opinion publique allemande. Et l'Algérie pourrait faire aussi la même chose. Une fois qu'on aura un gouvernement... En plus du rôle géostratégique de l'Algérie en Afrique. De tout cela, en Afrique, dans la France-Afrique. Dans le bassin méditerranéen. Donc c'est pour cela qu'une Algérie forte fait peur à l'Europe. Oui, mais il y a l'inverse aussi. Une Algérie déstabilisée, à Dieu ne plaise, si demain ça tourne mal, que ce régime, cette junte, pourrait plonger le pays dans une autre tragédie comme celle des années. Ça n'arrivera pas. Il y aurait la possibilité d'un tsunami migratoire. Ça aussi, c'est pas bon. Mais ils sont en train de faire... Ça aussi, la France travaille à ce que ça n'arriverait jamais. C'est pour ça que l'état-major n'a pas réprimé au début des manifestations. La France ne veut pas... dans l'avenir. La France ne veut pas une Algérie forte, mais elle ne veut pas aussi une Algérie déstabilisée. Une Algérie sans État. Elle veut un État vassalisé à son service. Des proconsuls. Absolument. Des proconsuls qui sont là-bas. Voilà. De néocolonialisme, une nouvelle forme de colonisation administrative et institutionnelle. Et le comble, c'est que les soutiens du régime, le comble du comble, là, ça fait rire. Les soutiens du régime qui s'affichent, qui font des vidéos, qui écrivent des choses, qui ont des pages Facebook, ils accusent les leaders dits occultes de la révolution d'être à la solde de la France. Ah bah oui, je vous ai dit, plus c'est gros, plus ça passe. C'est incroyable. Mais les Algériens n'y croient pas. Ouais. Vous avez vu, à Oran, ils ont organisé une manifestation financée, organisée, encadrée par l'État. Ils ont eu à peu près 200 personnes. 200 personnes sur 40 millions d'Algériens. Justement, quand on va parler des manifestations en Algérie, nous allons parler de cette tentative que le régime a fait de faire parler les zouis ou les hommes de religion et tout. Mourad Salhi, au sujet donc de ce blackout de la presse française dans son entièreté, presse écrite, presse audio, presse télévisée, personne quasiment n'a parlé de la plus grande manifestation algérienne en France depuis 1961. Absolument, Jamel. C'est le complexe français, donc pur et voilà, donc ça se confirme, hein, donc ça c'est réel, hein, c'est pas inventé. Mais le peuple algérien, je pense qu'il n'a pas vraiment besoin que la presse française, surtout française, je dis bien, qu'elle va relayer l'info et puis qu'elle va vraiment le gonfler à bloc et tout ça. Tout ce qu'on sait dans ces pays-là, donc le pouvoir en place, ou bien les lobbies qui soient mis, on va dire le leadership français, on sait qu'il penche toujours vers le tyran. Attention, il est clair que s'il reste 2 jours avant donc la chute de ce pouvoir, donc c'est celui qui va pousser vraiment le pouvoir, ça va être vraiment les Français. Et ça, même si on est donc en désaccord avec le pouvoir en place en Algérie, ça on ne le souhaite pas. Donc voilà, donc le problème algérien restera algérien. Mais on a vu avec Ben Ali, le chouchou de la France générationnelle et le régime qui a représenté Ben Ali, on avait vu donc la fuite de Ben Ali, comment elle a été donc transmis en France, et puis comment il a été d'un caquet en France, qui l'ont dit qu'il n'avait même pas le droit de poser son avion donc au sud de la France. Le peuple algérien, Jamel Dine, le peuple algérien, seul le peuple algérien, qu'il va écrire son histoire. C'est vrai que cette histoire de... Pardon, Mourad Saleh, c'est vrai que cette histoire de la révolution du Jasmin, quand elle avait démarré, et cette déclaration de Mme Aliou Marie, qui s'est enflammée pour le régime de M. Ben Ali, qui avait provoqué une véritable clameur alors. Et puis, juste après, quand Ben Ali s'est sauvé, la France n'a même pas accepté qu'il se pose
qui pose son avion sur le territoire français. Et ça me fait penser un peu que si jamais ces généraux seraient amenés à fuir leur pays, qui sont maintenant soutenus par la France, on pourrait très bien à ce moment-là leur refuser d'atterrir en France. Hein, comme quoi, la politique a des chemins... Ils ont les Émirats. Ouais. Ils ont les Émirats et l'Arabie Saoudite. C'est le cimetière de toutes les, toutes les épaves politiques. Alors, Mourad Saleh, poursuivez, je vous en prie. Allez-y. Oui, voilà, j'aimerais juste poursuivre. C'est clair que l'exemple français, c'est pas l'exemple qui va faire vraiment le succès dans l'Algérie nouvelle. Malheureusement, on n'a rien contre le peuple français, au contraire, du tout. Mais on va dire le régime français qu'il est d'un côté responsable aussi du désastre. Hein. On n'oublie jamais le rôle de François Mitterrand avec le soudeur. Je dis bien le soudeur, celui qui soudait la relation donc de la France, le Quai d'Orsay et l'Élysée avec les généraux donc putschistes. Donc il ne faut pas oublier tout ça. Maintenant que c'est clair que les Algériens et la presse française malheureusement, elle a oublié qu'on est dans l'ère de l'image, on est dans l'ère de l'internet, du live, du smartphone. Donc ils sont en retard par rapport aussi au peuple algérien. Alors, juste pour clore le point français, ils auraient pu faire mieux pour les gilets jaunes, qu'ils étaient pacifistes, et nous, on n'attend plus rien de la presse française. Au contraire, nous, on poursuit notre chemin, mais quoi qu'il arrive, ils vont parler tôt ou tard de la révolution historique d'un peuple qui a tout fait pour rester uni, silmiya, donc dans le pacifisme et avec qualité. Merci Mourad Salhi, au plaisir de vous revoir dans une prochaine émission. Alors, en attendant de pouvoir joindre Hassan Mouali, au sujet des manifestations en Algérie, ce qui s'est passé en Algérie. Moi, j'étais un peu soufflé, je dois avouer, par ce chiffre, 28 à 30 millions. Moi, très franchement, je n'y crois pas. Hein. C'est trop. Là, c'est vraiment trop. Hein, Moi, je dis que le 20, on l'a dépassé largement. Les 20 millions, on les a dépassés largement. Mais c'est énorme, 20 millions. Oui. C'est la moitié de la population algérienne. Oui, la moitié. N'oubliez pas que 70% des Algériens ont moins de 40 ans. Oui, c'est vrai. Si vous prenez les 70% d'Algériens, vous dites à peu près 80% des 70%, vous avez les 20 millions qui sont... Mais c'est en train de se cristalliser surtout à Alger et dans les wilayas du centre. Oui. De Borj, de Bouira, de Tizi, de Bjaïa. Il y a même Constantine. Constantine aussi, Oran de plus en plus, Annaba de plus en plus. Annaba aussi. Il y a même le sud qui bouge. Mais les grandes villes, mais c'est normal, c'est les grandes villes où il y a eu plus de population, où les gens ils vont pour dire nous sommes là, nous sommes nombreux. Oui, mais là, ça bouge partout. Il y a eu des manifestations partout, mais pas de la même densité. Vous prenez des villes, je ne nommerai pas pour ne pas faire... Il y a des villes... Il y a des villes où les gens sortent 4 000, 5 000 personnes. Mais il y a des villes où ils sont 200 000. Oui. La différence est énorme. Est énorme pour la simple raison, parce qu'il y a des villes où, historiquement, ce sont des villes où il y a un mélange de personnes. Donc, il y a une conscience politique et il y a une activité politique. Vous prenez l'exemple de Borj. Borj, ça a été toujours comme ça. Borj, il a toujours créé la surprise, cette ville qui devient deuxième Alger en nombre de manifestants, etc. Pourquoi vous-même, vous m'avez posé la question, puisque je suis de Borj, donc pourquoi, etc. Je vous dis, s'il y a un mélange, il y avait toujours une classe politique à Borj, toujours présente. Moi, j'assistais, quand j'étais même jeune, j'assistais à des débats avec les avocats, avec les cadres de Borj qui reviennent en vacances et à l'occasion de la fête de l'Eid et tout ça. Donc, il y a un mélange. Il y a des villes... Mais il y a des villes qui sont quasiment sous l'emprise des potentats locaux, tel la Roche, tel le FLN, le RND, ceux qui accèdent des sièges au Parlement, ceux qui fricotent, qui ont des crédits bancaires et qui tiennent les populations, comme ils disent eux, les populations, avec cette histoire de diviser pour régner, de tribu contre tribu. Mais il y a, Jamaldine, aussi une vérité. Il y a des villes où il n'y avait pas de militants.
Oui. Parce que c'est important qu'il y avait une poignée. Il y a des wilayas où il n'y a que du FLN, il y a du RND. Oui, il n'y a pas de militants. Il n'y a pas de militants associatifs, il n'y en a pas, sauf les associations qui sont affiliées au régime. Il n'y a pas. Donc le moment avec le Hirak, il n'y a pas des personnes qui peuvent prendre l'initiative pour sortir, pour organiser chaque vendredi, pour préparer les slogans, pour préparer les banderoles. Il n'y en a pas. Donc cette culture de manifester, de contester, d'organiser quelque chose dans la rue, ils ne l'ont pas. D'autres villes, ils l'ont. D'autres villes, ils l'ont toujours eu. Et ça, c'est l'avantage. Par exemple, quand vous prenez la région de la Kabylie, ils sont tous... Ils sont politisés, ils sont prêts à faire bouger les choses à n'importe quel moment, de jour, de nuit et dans toutes les circonstances. Par contre, il y a des régions où il n'y a pas cette culture de contestation. Parce qu'il n'y a pas de culture d'émigration, de mouvement, ce ne sont pas des carrefours. Il n'y a pas la culture de contestation parce que dans ces villes, il n'y a pas de militants. C'est-à-dire militants qui ont l'expérience avec la rue. Ils n'ont pas. Et c'est pour cela, ça n'a pas marché. Je vous donne des exemples. Juste le bord, juste à côté, Msila. Msila presque c'est mort. Et il y a quelques-uns. Alors que Msila, il y a une université. Msila, il n'y a quasiment que le FLN et le RND. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de militants à Msila. Alors, nous allons recevoir d'abord Hassan Mouali qui vient de nous rejoindre, parce que nous devons le libérer. Hassan Mouali, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir Jamal. Un salut à vous. Merci Hassan. Alors, d'abord cette histoire de M. Ahmed Gaïd Salah, il faut aller jusqu'au bout, qu'il a répété à 2 reprises et à qui le ministre de la Justice a répondu en français aussi. Merci 1000 fois. Quelle lecture faites-vous? Cette curieuse déclaration qui a été relayée par le NTV, il faut le rappeler, et qui ne peut être relayée par le NTV que si elle en a reçu l'ordre. Ça a été fait exprès. Alors, à votre avis? Personnellement, ça ne me choque pas outre mesure. Il a dit, pour le coup, tout bas, ce que tout le monde pense tout haut. Tous les Algériens savent que c'est l'état-major qui gère le pays. Ce ne sont pas les partis politiques. Donc, Zermati, le ministre de la Justice, il s'est présenté à lui comme un subalterne, alors que c'est un peu cocasse. Lui, il est quand même ministre de la Justice, garde des Sceaux, et en face de lui, il avait un vice-ministre. Pour la symbolique, voilà un peu comment les choses se présentent. Et puis, quand il lui dit il faut aller jusqu'au bout, il s'est plaint. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai les coups des franges? Il lui dit vas-y, vous avez carte blanche. Donc, ça confirme à tous les Algériens, puisque ça a été repris par la télévision, peut-être ça a été fait sciemment d'ailleurs, s'il y a des gens encore qui doutent de la manière dont sont gérées les affaires du pays, et ce processus, ce train fou de l'élection présidentielle du 12 décembre, et bien hier, je crois qu'ils ont eu la confirmation que c'est le bonhomme qui décide, c'est lui seul qui décide. Il n'y a ni président de l'État Ben Salah, ni le ministre de la Justice, ni le ministre de l'Intérieur, ni Premier ministre. Donc ça ne me choque pas personnellement. Mais Hassan, il faut aller jusqu'au bout. Est-ce que c'est un message qu'il envoie aux magistrats? Parce que le fait que les magistrats demandent l'indépendance de la justice signifierait la mort du régime. Il ne faut pas oublier que la justice est le bras armé de cette junte. Ou alors, est-ce qu'il est en train d'envoyer un message à tout le monde pour leur dire que l'armée ne reculera pas? Absolument, je crois que c'est la deuxième proposition plutôt. C'est un message à tout le monde, bien sûr par voie de conséquence à la justice et aux magistrats, pour dire que c'est moi le boss. Donc, il n'est pas question de faire c'est pas la peine de faire de la protestation. Vous allez rentrer dans les rangs. On a décidé, c'est comme ça. Et à vous de suivre. Amr Tabak. Un ordre a vocation d'être exécuté tout simplement. Donc après, politiquement, ça peut s'interpréter comme un message à tout le monde, c'est-à-dire le 12 décembre, on va y aller. Il n'est pas question de faire machine arrière.
le processus est engagé et on a eu la confirmation aujourd'hui déjà, Jamal, si tu permets. Donc aujourd'hui, il y a eu du grabuge au tribunal de Abdel Ramadan. Apparemment, ils ont essayé d'installer un nouveau procureur d'autorité. Il y a eu la protestation des magistrats. Donc il y a eu une petite mêlée cet après-midi. Donc je pense que Zarmati a commencé à exécuter l'ordre d'aller jusqu'au bout. Il commence à aller jusqu'au bout. Donc ça ne m'étonne pas du tout que demain on apprend que les membres du syndicat national des magistrats soient suspendus de leurs fonctions ou radiés. Voilà, c'est une logique suicidaire. C'est comme si, je ne sais pas, il a décidé, il va aller jusqu'au bout, advienne que pourra. Justement, alors, avant d'arriver à cette histoire de candidats qui viennent d'être, dont la candidature vient d'être validée, les manifestations, Hassan, vous qui êtes journaliste, comment expliquez-vous que la presse française, qui a abondamment relayé les manifestations en Algérie, très abondamment, n'ait rien dit, mais alors rien du tout, dans toute la presse, sur la révolution d'Algériens de France, la plus importante en nombre depuis octobre 61? Bah écoute, Jamal, personnellement, j'ai la conviction qu'il y a une double raison d'État dans cette histoire. La France a beaucoup à gagner avec ce régime. Il semble qu'il y ait eu un accord tacite entre les deux, enfin entre le régime de fait algérien et l'establishment parisien. C'est de dire que soutenez-nous pour le 12 décembre, du moins pas publiquement, mais taisez-vous en fait. C'est le mot qu'il faut, taisez-vous sur les atteintes aux droits de l'homme, aux atteintes aux libertés publiques, liberté de marcher, de manifester, tout ça. Taisez-vous, n'en parlez pas. Et nous, il n'y a pas de problème. Sur le plan économique, on va vous renvoyer l'ascenseur. On voit bien que la nouvelle loi sur les hydrocarbures, la célérité avec laquelle le gouvernement, le régime veut la faire passer, d'ailleurs, je crois que c'est lundi ou mardi prochain, elle va passer en plénière finalement. C'est un coup de force, alors qu'il n'y a absolument pas d'urgence à faire passer ce texte qui est éminemment important parce qu'il concerne quand même la richesse, la seule richesse exportable de l'Algérie. Donc, et puis, il faut revenir aussi à l'épisode maladroit et pitoyable de Sochi, la posture du président Ben Salah qui suppliait presque Vladimir Poutine. Il lui disait que voilà, je vous rassure, la situation est bien prise en charge, il n'y a pas de souci. C'est une façon de rassurer la Russie qui apparemment elle n'a pas apprécié, elle n'aurait pas apprécié que le régime se rapproche davantage des grandes puissances occidentales, donc les États-Unis, la France et tout ça, et la Russie elle est restée à l'écart par rapport à la négociation de cette loi sur les hydrocarbures. Donc je pense que il a servi d'émissaire, Ben Salah a servi d'émissaire, il a un peu décliné, montré par carte blanche que ne vous avons pas oublié, il n'y a pas de souci, rien ne se fera sans vous. Donc en termes de droit d'ingérence, là on a eu droit à un devoir d'ingérence. C'est Ben Salah qui invitait Poutine à s'intéresser, lui fait justement. Un petit fonctionnaire qui fait un compte-rendu comme si Ben Salah travaillait au Kremlin. C'était lamentable. Donc, tous les Algériens étaient choqués. Justement, Hassan, Ben Salah qui parle à Poutine de quelques éléments. Ba'd al-anasr. Il lui dit il n'y a pas de manifestants. Il y a seulement quelques éléments qui viennent d'un peu partout, qui sont dirigés par des forces occultes, etc. Alors que cette dernière manifestation de ce dernier vendredi 1er novembre. Hassan, vous qui étiez sur place, on parle d'une vingtaine de millions dans tout le pays et de 3 à 4 millions, nous dit-on, à Alger. Alors, selon les chiffres recoupés, on parle d'à peu près 27 millions dans toute l'Algérie. 27 millions. Voilà, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Apparemment, c'est crédible quand même. C'est crédible. Alors, le solde, le nombre consolidé avoisinerait les 27 millions. Donc, ça veut dire que c'est plus, Hassan, c'est plus que le 22 février. Eh oui. C'est plus que le 22 février et c'est plus que le corps électoral surtout. C'est-à-dire toute l'Algérie a voté contre le régime, contre l'élection présidentielle. C'est un plébiscite populaire contre l'agenda fou du pouvoir.
Donc, moi, personnellement, j'ai été agréablement surpris par l'ampleur et l'étendue de la mobilisation hier. À Alger, c'est connu, tout le monde vient. Mais cette fois-ci, il y a eu une énorme manifestation à Oran, à Constantine, à Annaba. Mais ce qu'il faut relever à Jamal, si tu permets, c'est que beaucoup de nos compatriotes des autres régions étaient venus à Alger. Moi, j'ai vu le fameux train qui venait d'Oran vers Alger, c'était incroyable. C'est pour ça qu'on a eu autant de monde à Alger. C'était extraordinaire. Alors, Hassan, oui. avec plus de 25 millions d'Algériens qui, pour la première fois de leur histoire, fêtent le 1er novembre, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas laissé aux apparatchiks qui le fêtaient habituellement entre Petit Four et Limonade. Hamoud Boualem, cette fois-ci, ça s'est passé différemment. C'est des Algériens qui ont commémoré leur fête, qui ont rendu hommage à leurs martyrs. Et ils étaient des millions, 25 à 30 millions, est en train de nous dire. Et malgré ça, ce régime veut aller à ces élections que tous les Algériens refusent. Et ils viennent de publier cette liste des candidats dont on a validé la candidature. Alors, d'abord, on parle de... Certains médias parlent de 5, d'autres parlent de 6. Qu'en est-il, Hassan? Il y en a officiellement 5. Alors, on commence par Abdelmajid Tebboune, Ali Ben Flis, Abdelkader Ben Grina, Azdine Mihoubi et Blaïd Abdelaziz. Donc, ils sont 5. Tu as 2 anciens premiers ministres, en l'occurrence Abdelmajid Tebboune et Ali Ben Flis, 2 anciens ministres, Ben Grina et Mihoubi, et tu as un ancien ministre aussi, mais du MSP, Abdelkader Ben Grina. Voilà un peu. Donc, on ne s'est pas cassé la tête. On a pris, à défaut d'avoir un 5e mandat de Bouteflika, on a eu un Bouteflika qui s'est démultiplié par 5. On a 5, au moins 4, on va dire. Du Bouteflika à fragmentation. Fragmentation, c'est une bombe de Bouteflika à fragmentation, malheureusement. Et là, ça choque Jamal, c'est quand même hallucinant. 8 mois de marche, de mobilisation grandiose. Si on comptabilise un petit peu tout le nombre de personnes qui marchent depuis le 22 février, on arriverait à quelque chose comme 150 millions de personnes. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on a? On a 5 candidats du régime. C'est-à-dire qu'ils auraient pu sauver les formes en présentant à Douban 1 ou 2 quand même, et 3 qui seraient... Non, mais nous avons 5. Ça, c'est une agression. C'est un déni des réalités. Comment diable un gars comme Azdine Mihoubi qui faisait de la poésie à Bouteflika se présente aujourd'hui pour amener le changement aux Algériens? Comment Abdelmajid Tebboune qui jurait la main sur le cœur qu'il allait poursuivre le programme du président Bouteflika est aujourd'hui cité comme étant le poulain du régime. Et si qu'à Dieu ne plaise, ces élections se tiennent, c'est Tebboune qui sera président de la République, c'est sûr et certain, président de la République malheureusement, parce que déjà, les plateaux des chaînes cachérisées, ils sont en train de faire la promotion de Majid Tebboune. Sharfi, le président de l'autorité indépendante, je mets les guillemets à indépendante des élections, quand il faisait son speech tout à l'heure, en citant Tebboune, il a pris le soin de préciser que M. Abdelmajid Tebboune est arrivé en première position en termes de parrainage. D'accord, ça annonce la couleur. Ça annonce la couleur. Subliminal. Oui. Subliminal. Ah oui, oui, oui. Subliminal de dire, attention, je vous informe que Tebboune est arrivé premier. Mais moi, je pose la question, comment est-ce possible qu'un candidat qui n'a ni parti, ni structure, ni de comité de soutien, arrive à se placer en première position devant 2 machines de guerre, une machine de guerre comme celle du RND, quand même, qui est implantée dans 48 wilayats, et puis aussi comment il s'appelle, Ali Ben Flis aussi, Al-Hurriyat quand même, qui existe depuis quelques années déjà, donc il a ses structures, il a ses militants qui peuvent faire le travail sur le terrain. Mais on n'en a jamais vu des responsables, ceux qui travaillent dans le comité de campagne de Tebboune, de se bousculer dans les mairies et tout ça. Comment est-ce possible que Tebboune puisse arriver à se placer en première position? Je pense que l'élection déjà, elle s'est faite. Le pouvoir a décidé qui sera le premier, et forcément Ali Ben Flis sera pour la 3e fois le candidat malheureux,
parce que malheureusement, il s'arrange pour faire des fausses lectures des événements. Il aurait tout à gagner en restant dans le Hirak pour donner de l'influence et peut-être amener le pouvoir à changer de cap. Il a répondu malheureusement, il a cédé aux sirènes du pouvoir. Il pensait être vraiment le cheval du pouvoir, mais la réalité c'est ça ne sera pas lui. On l'aime pas trop Ali Ben Fliss. Donc il va juste servir d'accompagnateur de l'intronisation promise. Vous êtes gentil, vous ne voulez pas dire lièvre. Vous ne voulez pas dire lièvre. C'est le lièvre, ça va être le lièvre. En plus, il se trouve qu'il est le doyen de ses candidats, 75 ans, suivi de Tebboune, 74 ans. Les jeunes, hein, une révolution de jeunes qui a ébloui le monde pour élire des septuagénaires. Alors, dernière question, Hassan Mouali, question de perspective. Comment ce régime peut-il être aussi optimiste, vouloir aller de telles élections avec 5 personnes dont vous nous dites qu'ils sont un peu du régime, du système, qu'ils ont été extraits de la matrice même du système, avec plus de 25 millions d'Algériens dans la rue qui disent non, il n'y aura pas d'élection. Comment envisagez-vous la suite des événements, Hassan? La lecture réaliste et dépassionnée des événements voudrait que cette élection ne se tienne pas. Moi, je ne vois pas personnellement, ce n'est pas par chauvinisme, ce n'est pas par positionnement politico-idéologique, mais je pense qu'il est impossible au regard de la mobilisation d'hier, 1er novembre, que cette élection ait lieu. Maintenant, s'ils sont à ce point fous poursuivre leur démarche suicidaire, ils peuvent faire élire leur président avec 300 voix, comme ils l'ont fait en 2002. Ils ont créé une assemblée en Kabylie, il n'y a pas eu de vote et finalement on a eu droit à 30 députés. Donc une élection par défaut, on va avoir Tebboune par défaut ou Ben Fliss par défaut. Ils peuvent le faire en s'assurant du soutien ou alors du silence complice des capitales occidentales, notamment Paris bien sûr, parce qu'ils nous ont longtemps bassinés avec cette histoire de Hizb Fransa et tout ça. Il s'avère que c'est eux Hizb Fransa. Donc il y a quelques semaines, Abdelmadjid Tebboune est parti en France, hein, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est allé faire. Donc, mais voilà. justement, Hassan, merci, je vous repose une autre question. Les soutiens du régime passent leur temps à tomber à bras raccourcis sur tous les opposants, y compris sur les hirakistes qui sortent par millions, les accusant d'être à la solde de la France, alors qu'il est très évident que ce régime est réellement couvert par c'était des connivences absolument, j'allais dire, insalubres, malsaines, qui sont françaises. On dit les choses par leur nom. Et ce régime, sans le soutien et la connivence française, il serait peut-être déjà tombé. Absolument. D'ailleurs, Abdelmadjid Tebboune, pour sa toute première apparition à la télévision, avec des journalistes triés sur le volet, on lui a posé la question sur la France. Il a répondu d'une manière incroyable. Il a dû, je sais pas moi, il a dû provoquer des migraines à ses soutiens qui se recrutent soi-disant parmi les baptistes novembristes, un cocktail explosif en disant que la France est un partenaire Balad Azim, c'est une grande puissance, nous la respectons, tu vois, c'est pas le genre de discours qui sied à la propagande du régime, qui soi-disant la France est l'ennemi, tout ça, mais dans la réalité c'est tout à fait faux. D'ailleurs, je peux même citer votre chaîne, le Magharibia. Pourquoi elle a été arrêtée, le Magharibia, alors qu'elle était liée par un contrat en bonne et due forme avec Eutelsat, qui est une entreprise française, bien sûr, dans un secteur sensible. Et je peux imaginer facilement qu'on a dû lui remettre un chèque pour arrêter le Magharibia, parce que c'était le seul canal qui diffusait les matchs. Ça gênait terriblement le régime, parce que ça contredisait sa propagande, et ils ont coupé. Et donc, c'est là où, pour revenir un peu à l'histoire de la double raison d'État, je crois que la France, elle va beaucoup gagner en se taisant. Elle va afficher une piètre attitude, profil bas,
Mais ils vont gagner, financièrement, ils vont gagner avec ce régime, avec qui ils gagnent depuis 1962. Donc la France est l'allié objectif de tous les régimes algériens depuis 62 à nos jours. Ils ne nous laisseront jamais tranquilles, parce qu'une Algérie libre et démocratique n'arrangerait jamais la France, les affaires de la France. Et là, le peuple, ce qu'ils ignorent, c'est que depuis le 22 février, le peuple algérien est décidé à reprendre son destin, à reprendre complètement sa souveraineté sur ce pays, parce qu'il en a marre, parce qu'il a été bassiné pendant plus d'un demi-siècle. Le pays a été libéré, mais l'homme algérien n'a pas été libéré. Donc, il y a un niveau de conscience politique nationale absolument extraordinaire depuis... Merci. Merci Hassan pour votre franchise, pour votre courage. Je rappelle que vous êtes au pays, que vous risquez gros, que beaucoup qui ont dit beaucoup moins que vous sont en prison. Je vous remercie, j'espère que vous ne serez pas inquiétés. Merci Hassan. Alors, mes chers amis, d'abord, vous voulez dire quelque chose de particulier ? Quand vous me donnerez la parole sur les élections, je veux prendre quelques minutes pour préciser un point très très important. D'accord. C'est que, à mon avis, ma lecture à moi, mon sentiment, c'est que le régime sait que les élections du 12 décembre n'auront pas lieu. Vous pensez qu'elles n'auront pas lieu ? Je crois que, vous savez, le régime il est soutenu par la France. Il y a des gros bureaux d'études, il y a des spin doctors qui réfléchissent derrière. Le régime, c'est pas El Gayed qui a du mal à lire. Et pourquoi ils font tout ça alors ? Ils font tout ça pour faire ce qu'on appelle de la diversion maintenant. Après, surtout, notamment après le 1er novembre, avec toute cette mobilisation et le Hirak qui revient en force, ils sont maintenant en train ils sont en train de jouer une carte qui s'appelle, c'est-à-dire ils font quelque chose de la diversion. C'est-à-dire ils veulent pousser le Hirak à rester attaché uniquement aux élections du 12 décembre, alors qu'eux, en réalité, sont en train de préparer l'après 12 décembre. Et pour moi, il faut faire attention, c'est le scénario de 62 qui est en train de se refaire, c'est-à-dire c'est les déserteurs de l'armée française qui sont en train de rejoindre Thawra. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, j'ai remarqué sur les réseaux sociaux qu'il y a des gens qui étaient avec le régime et qui maintenant font ce qu'on appelle la Tawba et reviennent vers Al-Hirak. Et c'est pour ça, moi, je suis très sceptique, par exemple, de certains qawdat et les magistrats. Mais je vais vous dire, laissez-moi finir de la pensée, vous allez voir comment ils sont en train de préparer les choses, à mon avis. Donc, il y a certaines personnes qui étaient en train de soutenir Al-Gayed et qui maintenant, soi-disant, en voyant les personnes qui restent maintenant pour les élections, vont se désolidariser d'Al-Gayed et revenir vers Al-Hirak, soi-disant, pour, en réalité, réintégrer le Hirak comme ils ont fait les déserteurs de l'armée française avec Al-Thawra, pour préparer par la suite, après le 12 septembre, pour qu'ils participent au dialogue et au hiwar qui aura lieu après le 12 décembre. Parce que les élections vont tomber et le régime n'aura aucune solution que de dire « Ok, nous sommes ouverts, nous voulons une solution politique, alors venez, on va faire un Ça veut dire, sérieux. » si j'ai bien compris, ils vont faire sortir leur propre DAF, déserteurs de l'armée française, qui vont rejoindre la Zama Thawra, puis qui vont discuter avec eux, ils vont discuter entre eux. Quoi. Absolument. Et au moment du dialogue, ils vont proposer soit de le faire avec Fa'aliyat al-Mujtama' al-Madani comme ils le font, soit avec les partis, soit avec les gens issus du Hirak, ou soit ce qu'ils ont dit, par exemple, il y a des rumeurs qui circulent sur désignation par wilaya, désignation par université et tout ça, pour que par la suite, ils réorganisent un hiwar sans les véritables. Ça ne marchera pas. Ça va marcher si on ne se prépare pas. Sans les véritables leaders du Hirak qui sont actuellement connus. Et je reviens à vous pour que vous nous disiez quelles sont ces perspectives que vous voyez. Parce que le Hirak doit se préparer maintenant, c'est l'heure de la représentation. Le moment est venu et c'est le Hirak de faire émerger des leaders. Absolument, c'est l'heure. Je reviens à vous pour que vous nous disiez comment voyez-vous les choses. Donc, cette histoire, moi, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à me mettre dans la tête de ces gens qui sont en train de nous sortir 5 messieurs candidats qui n'ont quasiment aucune chance, aucun d'eux ne dépassera les 3 à 4% de l'électorat. Je le pense, du moins, c'est mon avis. Et ils voient qu'il y a 30 millions d'Algériens qui sont dans la rue et qui parle, qui dit à son ministre de la Justice, il faut aller jusqu'au bout.
Comment ils réfléchissent, ces gens? Vous pensez, comme le dit Karim, qu'ils n'iront pas aux élections? Que c'est juste une sorte de fuite en avant pour faire diversion? Pour répondre, je vous pose une question. Quelqu'un qui est condamné par un cancer, il est condamné à mourir. Il y a quelqu'un qui lui dit, bon, on a une formule, on n'est pas encore sûr. Est-ce qu'on peut essayer? Il y a une chance Qu'est-ce qu'il qu'il y en va ait un dire? million. Qu'est-ce qu'il va dire? Il l'attente. Et le régime, il est là. Il est dans cette logique. Il n'a aucune solution. Absolument aucune solution. Il ne peut pas organiser, matériellement, il ne peut pas organiser les élections. Est-ce qu'un peuple dans la rue comme ça, vous allez organiser? Est-ce que le peuple va vous laisser organiser des élections? Ça veut dire qu'il va vous laisser les urnes, les écoles, les routes, l'administration. Et vous rêvez. Mais en se mettant à la place du commandement militaire, ils n'ont aucune solution. Ils iront en prison, quelle que soit la solution qui sera dans l'avenir. Ils iront en prison, ils savent ça, ils le savent. Et c'est pour cela qu'ils sont dans une logique suicidaire. Il est temps encore de revenir. Mais pour moi, c'est très trop. Ils sont en retard. Et le peuple n'acceptera jamais leur repentance. N'acceptera. Le peuple C'est trop tard pour vous? Trop tard? Pour moi, il est trop tard. Mais le fait de le dire comme ça, vous les acculez, vous ne leur laissez pas le choix, un autre choix que celui d'une bête blessée qui va donc réagir très mal. Mais exactement ils vont dans ce sens-là, parce que si ils veulent une solution, il est encore temps, pas pour moi. Pour moi, vu leur obstination, vu ce qui attend ces gens-là, ils n'iront pas dans cette logique. Mais logiquement, dans la logique, ils ont encore le moyen de revenir sur cette décision suicidaire. De négocier leur départ. Et dire, voilà, bon, on va y aller, on va négocier, on va trouver une solution qui arrange tout le monde. Ça, c'est dans la logique. Mais vu leur comportement, je ne crois pas trop. Et c'est pour cela, je dis, comme il a dit Karim, oui, c'est le temps d'organiser le harak. Oui, c'est normal, il faut réfléchir à ça. Mais soyez sûrs que les gens qui n'étaient jamais dans le harak, ou ils étaient contre le harak, à n'importe quel moment de l'histoire, même avant 22, les gens de régime ne seront jamais dans la représentation, quelles que soient les manœuvres. Vous savez pourquoi? À chaque point de l'Algérie, à chaque coin, dans chaque commune, mais il y a un peuple veillé. Les gens connaissent tout le monde. Ils ne peuvent pas passer inaperçus. Il y a ce qu'on appelle les agents dormants. Oui, qui ne sont pas connus. Qui ne sont pas connus, qui sont dans les universités, qui sont dans les corps constitués, qui sont un peu partout dans les institutions. Et c'est eux qui vont faire émerger, comme à l'époque c'était avec Larouche, ça se reproduira, les gens les connaissaient, mais en réalité, c'était notre histoire. Moi, ce que je vous dis maintenant, ce que je dis maintenant, c'est que, actuellement, après 8 mois de Hirak, tous les doutes qu'on avait avant se sont dissipés. Les leaders radicaux, je parle, parce que le critère, c'est la radicalité. C'est pour cela... Des gens dont on ne peut pas en douter, quoi. Des gens dont on ne peut pas en douter et qui étaient, non pas soutenir le Hirak, non, mais qui étaient dans le Hirak et à qui le Hirak a coûté beaucoup. Notamment ceux qui sont en prison. Je pense par exemple directement à Bourga'a, Karim Tabou, Fodil Boumala, Samir Belarbi et tous les jeunes. Par exemple, je vois maintenant, ils sont en train de préparer certains jeunes qui sont en train de soutenir sur les réseaux sociaux, sur les chaînes TV, pour qu'ils deviennent fa'aliyat du Hirak. Non, il y a des jeunes, il faut qu'on soit lucide. Il y a des jeunes, par exemple, je dis le nom, comme Brahim Al-Allami, qui a été agressé, qui a été emprisonné, pourchassé partout. Celui-là, moi, je lui donne, il peut parler à mon nom, il peut représenter la jeunesse dans le Hirak. Mais toutes les personnes qui sont en train de dire, soi-disant, la voix de la sagesse et tout cela, c'est ces personnes-là desquelles il faut se méfier. Et surtout, ne pas accepter les partis politiques, et je dirais bien tous les partis politiques. Tous les partis politiques. Tous discrédités, disqualifiés. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'ils sont traîtres. Non, on refait d'autres partis politiques, d'autres... Après le Hirak, ça va venir, chaque parti décidera de ce qu'il fera. Mais maintenant, les partis politiques ne doivent pas représenter
le Hirak. Il ne doit pas négocier. Mais après, si le Hirak ne désigne pas actuellement, écoutez, le régime a ses mécanismes. Comme ils ont fait avec Karim Younis, ils feront avec d'autres. Mais vous laissez le mot de la fin. Si le Hirak maintenant ne désigne pas les personnes, nous avons lancé l'idée d'une assemblée représentative de la révolution populaire pacifique. Une sorte de congrès. Voilà, Al-Majlis al-Tamthili li-Thawra al-Sha'biyya al-Silmiya. Nous avons lancé 8 personnalités, 8 noms. C'est des noms qui sont ouverts. La plupart sont en prison. Il y en a un qui est en exil. Mais ces personnes-là, qui viennent de plusieurs, on va dire, de plusieurs obédiences, ont en commun la radicalité. La radicalité, c'est des gens à qui le Hirak, soit ils sont en prison, soit ils sont pourchassés en Algérie, soit ils sont pourchassés et interdits d'entrer en Algérie. Et c'est sur j'insiste sur ce point de radicalité. C'est pas par diplôme, c'est pas par des gens dont on ne peut pas douter. Des gens dont on ne peut l'engagement. pas douter. On désigne 4 ou 5 ou 6. On se met derrière eux et après c'est eux. Ce sera un premier noyau, ça sera le noyau autour de laquelle viendront s'agglomérer. Et c'est eux après qui vont faire peut-être ramener des jeunes, ramener plus de femmes, ramener plus d'universitaires. En tout cas, c'est eux qui seront le noyau dur. Et c'est cette idée qui fait peur au régime. Et je vous dis d'ailleurs, hein, sincèrement, croyez-moi, quand j'ai lancé cette initiative sur ma page Facebook, en 2 heures, ils ont fait tomber la page. En 2 heures, ils ont fait tomber la page. Ils ont fait tomber ma page secondaire et ils ont essayé de fermer mon compte. J'ai vu que vous avez été attaqué. Alors, est-ce que ça leur fait peur, cette idée? Le mot de la fin, Houssine, cette initiative d'organiser le Hirak, il y a déjà des propositions comme la vôtre. Vous n'êtes que les feuilles de route. Attendez. Oui. On a vu des propositions. Ouais. Il y a des propositions avec des feuilles de route. L'Ibrahimi n'est pas radical, ne peut pas représenter. C'est pas l'Ibrahimi, mais il y a 73. Moi, j'en ai 73 propositions que j'ai consultées moi-même. Je parle de 73 propositions. Donc, votre proposition, elle est parmi les propositions, mais sachez quelque chose, qu'on ne peut pas, ni à l'université, ni dans l'usine, ni dans l'administration, ni dans la rue, faire passer quelqu'un qui n'est pas de l'Hirak comme quelqu'un de l'Hirak. Ça, soyez sûrs et certains. Soyez sûrs et certains. Parce que ça ne sera pas désignation par téléphone, ça sera désignation d'une forme ou d'une autre par le peuple. Il y a l'approbation du peuple et de la rue, et c'est là où il y a notre confiance. Moi, je reviens uniquement sur ce qu'il vient de dire Karim. Oui, mais le moment venu, quand le régime dira devant le peuple algérien, devant le monde entier, que j'ai accepté de me soumettre à la volonté du peuple, on parlera de ces discussions. Mais maintenant, on doit porter leur nom, ces personnes radicales, et cette idée d'un conseil représentatif. Ils sont déjà connus dans chaque coin de l'Algérie. On connaît les gens de l'Hirak. À mon avis, maintenant, réellement, hein, le Hirak s'est transformé en révolution populaire pacifique. Il n'y a pas de révolution. Toutes les études universitaires historiques ont prouvé que les révolutions réussissent quand elles ont un pôle politique de représentation. Le pôle politique maintenant sont en prison, la plupart sont en prison ou en exil. Le peuple maintenant, je ne parle pas des personnes, doit porter très fort l'idée d'un conseil de représentation politiquement radical, issu du peuple. Les gens font consensus autour de Bourga'a comme président d'honneur, mais la liste est ouverte. Mais cette idée doit circuler. Ce sont les révolutions classiques où il y a une organisation qui a mené la révolution. Cette révolution algérienne n'a été menée par personne. C'est une dynamique collective des Algériens. Et nous allons conclure. Et donc, la grille de lecture doit changer. Soyez rassurés. Je partage votre inquiétude, mais le peuple algérien est réveillé. Il est réveillé. Ça, c'est très intéressant. Ce sera l'objet d'une prochaine émission, Inch'Allah. Alors, mes chers amis, je vous remercie de nous avoir suivis. Merci à Karim Naïd Tousliman, Houssine Djidel, Mourad Salhi, Hassan Mouali. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous approchons de la ligne d'arrivée. Il ne reste plus beaucoup. C'est dans l'air, hein, on sent. Hein, c'est un peu comme quand le printemps s'annonce. Il y a des signes, hein, des oiseaux qui pépillent, des bourgeons qui fleurissent. Les prémices sont là de la renaissance de l'Algérie, ou plutôt de la naissance, puisqu'elle n'est jamais vraiment née à elle-même, à son indépendance, qu'elle a été captée, capturée, volée, mise en prison, prise en otage.
Nous allons donc bientôt être libres, mes chers amis, mes chers compatriotes. كاينة حاجة برك وحدة, toujours la même chose. C'est le meilleur. Nous ne sommes arrivés à ce stade et nous n'avons pu acculer ce régime à la panique لدرجة وين عاد يقول له il faut aller jusqu'au bout ويطلب من l'ONTV يعقبها إلا parce que حنا سلمية و parce que حنا متحدين. Nous sommes unis. Jamais les Algériens n'ont été aussi unis. Jamais ils ne se sont autant aimés. Jamais ils ne se sont autant respectés. Jamais ils n'ont marché côte à côte dans leurs différences, dans leurs divergences, dans leurs oppositions, dans leur nature diverse et plurielle. Jamais. Mais cette fois-ci, mes chers amis, nous sommes au bout de la piste. Nous allons bientôt arriver à la gare d'arrivée et le train sifflera la victoire. Barakallahu fikum, bqaw ala khair.